à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio le recordman mondial des jeux télé grâce à sa participation dans les 12 coups de midi sur TF1. Bonjour Bruno Ourcade. Bonjour Damien. Ah, Bruno, c'est une encyclopédie, hein. La capitale du Japon? Tokyo, ça va quand même. Quel niveau? Allez, moi Incroyable. milieu. C'est le titre du livre que vous sortez ce jeudi 18 avril aux éditions Hors Collection. C'est un récit alors vraiment passionnant, hein. Vraiment c'était extrêmement fascinant cette lecture de ce livre. Vous revenez sur les coulisses de ce jeu, hein, donc des 12 coups de midi, grâce auquel vous avez remporté plus d'1 million d'euros. On y apprend également un peu plus d'informations sur vous, sur vos passions, sur votre famille. Mais je voudrais d'abord que l'on regarde attentivement ce qui est écrit sous le titre de ce livre, Comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé. Alors vous le savez, l'actuel maître de midi s'appelle Emilien. Sa cagnotte s'élève aujourd'hui, je crois, à plus de 870 000 euros. Si ce champion pulvérise votre record, est-ce que vous allez devoir réimprimer votre livre? Ah, je pense pas. Je pense que les coûts de réimpression sont un peu trop élevés. Non, s'il me dépasse, le titre aura été d'actualité pendant... J'ai calculé, je crois que je suis tranquille au moins jusque juin. Si jamais il me dépasse, je crois que ça sera au courant du mois de juin. Donc bon, au moins il aura été d'actualité. Finalement, on l'a sorti au bon moment. Parce vous l'avez sorti pile au bon moment, peut-être que dans 3 mois, ça sera déjà obsolète. Exactement. Mais bon, il faut y aller quand même, hein, pour dépasser le million. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les 12 coups de midi, vous savez. Absolument. Et vous avez suivi d'ailleurs le parcours phénoménal d'Emilien sur un petit peu. J'avoue que je ne regarde pas tous les jours les 12 coups de midi, mais forcément, je suis de manière régulière quand je peux, quand je suis chez moi. Et surtout, quand il y a un maître de midi qui monte, j'ai quand même un petit peu la peur de me dire, tiens, voyons voir, qu'est-ce qu'il donne. Non, il est très très fort. Et puis surtout, il a fait comme moi. Moi, j'ai perdu mon travail. Du coup, je me suis consacré à 100% à l'émission. Et lui, pareil, il a fait une croix sur son... Il est étudiant en fac d'histoire. Il a fait une croix sur son année. Et donc, du coup, il est à 100% concentré sur l'émission. Et ça, je pense que c'est un vrai atout parce que ça évite beaucoup de fatigue, de stress en plus. Donc c'est malin de sa part. Alors c'est vrai, souvent vous avez des points communs quand même entre les champions des 12 coups de midi. Est-ce que vous voyez un point commun que vous pourriez partager avec Emilien? Déjà, je pense qu'on est passionné par les quiz. Et je pense qu'on ne peut pas faire cette émission ou durer aussi longtemps si vraiment on ne s'amuse pas et on ne s'éclate pas. Et je sais qu'on a souvent des applications de quiz, etc. Je vois son nom qui apparaît de temps en temps, etc. Donc je sais qu'on a tous les deux cette curiosité de toujours vouloir apprendre, toujours vouloir apprendre de nouvelles choses, faire des fiches, etc. On est très organisés. Vous avez déjà croisé sa route à Emilien? Alors oui, parce que j'étais venu au prime de Noël des 12 coups de midi. Chaque année, le 24 décembre, on fait un grand prime. Et il était là, on était dans la même équipe. Et en plus, on est les 2 premiers à avoir perdu. Donc le recordman et le maître de midi actuel, on est les 2 premiers à avoir perdu. Donc c'était pas glorieux, mais bon, c'est la magie des primes. Alors, tout peut se passer. C'est vrai que c'est quand même une grande famille, hein, les 12 coups de midi. Déjà dans la production, vous le racontez dans ce livre, mais aussi la famille des maîtres de midi. Vous vous connaissez, puisque de temps en temps, vous vous rassemblez à l'occasion d'émissions spéciales comme le combat des maîtres. De quel maître de midi êtes-vous le plus proche? Je pense qu'il y a Xavier, avec qui on s'écrit beaucoup, on parle. De toute façon, on a un groupe WhatsApp, tous les maîtres de midi, et vraiment tous les jours, on parle entre nous. Et il y a Xavier, avec qui je m'entends très bien. Et puis il y a Léo et Caroline, puisqu'ils ont un peu le même âge que moi. Et ils sont passés juste avant moi. Et finalement, c'est en les regardant, eux, à la télé, où je me suis dit, tiens, je me projette, puisqu'on a le même côté un peu introverti, etc., qui moi m'embêtait pour faire l'émission, et en les voyant, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que ça peut matcher. Voilà, Blandine, l'hôtesse de l'air, on se fait très souvent des restos ensemble. Voilà, donc les téléspectateurs reconnaissent ces noms, mais vous citez pas Cyril Legendre, qui a en partie écrit votre livre avec vous, je crois, c'est ça? Absolument, non, Cyril qui est... Vous le détestez? Je le déteste, mais bon, j'étais obligé, c'est le seul qui sait écrire. Non, c'est pas vrai. Mais oui, c'était un des tout premiers maîtres de midi, il y a 10 ans, à l'époque, il était numéro 2. On l'appelait Snoopy à l'époque, d'ailleurs. Et en fait, c'est un des plus... En fait, il écrit des romans policiers, mais genre à succès, il a eu plusieurs prix, etc. Et finalement, c'est lui qui m'a un peu mis sur la piste parce qu'il m'a dit mais pourquoi t'écris pas ton livre? Et donc déjà, moi, je me suis dit, ma vie n'est pas si passionnante que ça pour mériter un livre. Et en plus, je suis pas sûr de savoir écrire, je l'ai jamais fait. Et il m'a dit, mais t'inquiète pas, je t'aide. Je vais pouvoir t'aider à structurer, reformuler tes phrases si besoin, etc. Donc il m'a été d'une grande aide. Et c'est pour ça, j'ai clairement mis son nom parce que je ne voulais pas faire genre, non, c'est moi. Comme certains politiques qui font genre, c'est moi qui ai écrit mon livre. Je vais t'aider à reformuler des phrases et puis je vais te prendre 30% au passage sur toutes les ventes. C'est ça aussi. On parle pas on le connaît, d'argent. Non, je me permets de le vanner puisque j'ai eu l'occasion de le croiser sur C8. Il a participé à une émission qui s'appelait La télé, même l'été, le jeu, à une époque. C'était très sympathique. Il a fait beaucoup de jeux aussi. Oui, c'est un grand fan de jeux télé. Passionné de jeux télé. Absolument. Eh bien, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants avec vous, Bruno Ourcade. On va parler de ce livre qui est vraiment fabuleux aux éditions Hors Collection. Et tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Cécile Brelot.
Allez, on commence ces infomédias avec le retour imminent d'une émission, alors que tout le monde attend, qui s'appelle Secret Story. Exactement, donc, et c'est ce soir. Donc après 6 ans d'absence, la télé-réalité culte fait son retour sur TF1. Donc tout d'abord ce soir en prime, rendez-vous à 23h30 juste après Koh-Lanta, puis en quotidienne dès le lendemain, mercredi à 17h30. À l'animation, on retrouvera Christophe Beaugrand, qui était déjà aux commandes des 2 dernières saisons qui étaient diffusées entre 2015 et 2017. Le public sera-t-il au rendez-vous? La grande question, c'est en tout cas le pari de Jean-Louis Blot, qui est le producteur d'Endemol et donc du programme, et qui a confié dans les colonnes du Parisien vouloir faire revivre cette marque. Donc cette ode à la nostalgie semble avoir fonctionné sur TF1 grâce à Star Academy, qui avait été relancé il y a déjà 2 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que les 12 coups de midi, c'est une forme de télé-réalité au cours de laquelle on suit finalement la vie et le parcours d'un candidat qui est donc le champion, le maître de midi? C'est vrai que comparé aux autres jeux télé, notamment du service public, je pense qu'il y a beaucoup plus un attachement aux champions, et puis surtout on se livre beaucoup plus, c'est-à-dire que souvent les proches viennent soit en visio, soit sur le plateau, et puis tous les jours on raconte des anecdotes personnelles, donc télé-réalité quand même pas, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que à chaque fois que le maître de midi est en couple, la personne arrive, moi on a vu mes parents, mes meilleurs amis, tous ils sont passés sur le plateau, donc c'est vrai qu'il y a un petit côté, quand même il faut se livrer, il y a un côté intime, et c'est ça je pense qui fait que les téléspectateurs nous apprécient et qui s'identifient à nous. Et est-ce qu'il faut avoir une vie extraordinaire pour pouvoir faire partie du casting des 12 coups de midi? Je vous pose cette question parce que beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent peut-être rêvent de participer à ce jeu, ils se disent, ils ont tous une anecdote incroyable à raconter, est-ce que ça fait partie des éléments à mettre sur la table pour pouvoir faire partie du jeu? Pas tant que ça, parce que alors c'est sûr que si vous avez une anecdote incroyable et qu'en l'écoutant tout le monde est mort de rire, c'est sûr que ça va sûrement vous aider, mais moi je considère pas que j'ai une vie incroyable. Je crois que mon anecdote d'entrée, c'était juste que j'ai passé mon permis 3 fois et les 2 premières fois je me suis loupé et j'ai même touché un mur à mon 2e passage de permis, ce qui n'est pas non plus une anecdote incroyable, tout le monde ne tombe pas de sa chaise quand je la raconte. Non mais que vous ayez écrasé la mamie de 82 ans, ça c'était gênant quand même, Bruno, franchement. Mais ça je ne l'ai pas dit à la télé. Donc voilà, juste le fait d'avoir loupé plusieurs fois son permis peut être une anecdote suffisante, donc pas besoin d'avoir côtoyé Catherine Deneuve pour faire l'émission. Bon, vous rassurez tout le monde, parce que évidemment tout le monde ne côtoie pas Catherine Deneuve. Allez, on poursuit ces infos médias avec la diffusion d'un documentaire qui lui aussi va raviver la nostalgie des téléspectateurs. Donc si je vous dis, les brunes ne coupent pas pour des prunes. Ah oui. Ça vous rappelle? Eh bien, Catherine Deneuve, vous n'étiez pas un maître de midi pour rien. Donc, mais également Princesse Erika, Jeanne Masse, donc toutes font l'objet d'un documentaire diffusé ce vendredi sur France 3, donc qui s'intitule Années 80, les brunes comptent plus pour des prunes, où on se replonge dans cette ère où ces égéries de toute une génération ont rapidement effacé l'archétype de la muse blonde. Donc, pour réviser vos classiques, c'est à 21h10 ce vendredi sur la 3. Alors vous, par contre, les bruns comptent pour des prunes, hein, quand on lit votre livre. Vous, votre truc, c'est les blonds, hein, vous le dites. Alors moi, c'est Kevin Meyer, je ne sais pas si ça vous parle. Ah, Kevin Meyer, le décathlonien. Exactement. Voilà, qui a une copine, donc je pense que ça sera compliqué. Ouais, mais c'est ça. Vous avez un peu trop de barbe pour lui, je pense. Déjà pas que. Mais il faut peut-être que je baisse mes exigences, parce que si j'attends de trouver un sosie de Kevin Meyer, ça va être un peu compliqué. Vous citez Ryan Gosling? Oui, aussi, je ne suis pas difficile. Non, vous n'êtes pas difficile. Ryan Gosling veut aussi. Pareil, il a une très belle femme aussi, donc ça va être compliqué. Donc vous êtes célibataire, si je comprends bien. Je suis toujours célibataire. Mais quand on gagne 1 million d'euros, est-ce que finalement on a un peu plus de choix côté sentimental? Après, je reçois par exemple beaucoup de messages sur les réseaux de personnes qui du coup ne m'auraient pas connu sans l'émission. Mais après, c'est vrai que moi je suis un peu à l'ancienne. Enfin, je préfère rencontrer les gens en vrai, dans des bars ou autres. Et peut-être que les gens viennent nous parler parce qu'ils nous ont reconnus, mais en tout cas, j'ai pas eu vraiment l'impression que ils étaient attirés par l'argent ou autre. Est-ce que ça a créé de la méfiance chez vous quand même au début? Un petit peu, juste histoire de voir, est-ce qu'ils savaient vraiment qui j'étais avant, histoire de voir si, quand ils font semblant de ne pas me reconnaître ou pas, si c'est vrai ou pas. Mais après, je me dis, je ne suis pas non plus un joueur du PSG. Je me dis, s'ils sont avec moi par intérêt, j'ai pas non plus une vie... C'est pas une fortune illimitée non plus. Je vais pas à Ibiza tous les week-ends, donc je ne suis pas sûr que je sois la meilleure cible pour ça. Donc j'espère que les gens sont encore sincères de nos jours. Non, mais 2 fois par mois, c'est pas mal non plus, Ibiza, vous savez. À partir de l'été, c'est vrai. C'est ça. On termine ces infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 8. Exactement, donc c'est pour un rendez-vous donné le 8 mai prochain sur les antennes de TF1 et France 2 à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique sur le sol français. Le début d'une déambulation qui va durer 68 jours à travers la métropole et les territoires ultramarins. Et donc qui sera suivi au cours d'un dispositif spécial tant sur la 1 que sur la 2. Mais tout cela se déroulera
arrivera après les commémorations du 79e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Alors près de 12 000 relayeurs bénévoles ont été mobilisés. Certains sont connus, d'autres le sont moins. Est-ce que vous avez été sollicité? Est-ce que vous auriez aimé pas du tout été approcher la flamme? mais je trouve que ça peut être rigolo comme expérience. Ça arrive qu'une fois dans sa vie, j'imagine. Donc non, je n'ai pas été sollicité. Mais en plus, cette semaine-là, je serai en Suède. Parce que pour moi, c'est l'Eurovision. Vous savez, la grosse passion de ma vie. C'est vrai. Et le 11 mai, c'est à Malmö. C'est organisé. Et donc toute cette semaine, je suis en Suède pour l'Eurovision. Vous serez dans le public? Exactement. J'ai mes places pour la finale dans le public. Et avec mon ami Flavie, on en profite pour faire une semaine de vacances. On va découvrir la Suède. Stockholm, Göteborg et Malmö. Flavie, qui est une amie dont vous racontez effectivement l'histoire aussi dans ce livre. Vous êtes confiant sur une victoire de la France à l'Eurovision? Je ne suis pas très confiant. Mais pour moi, alors je pense que surtout que cette année, il n'y a pas beaucoup de balades. Donc du coup, Slimane peut s'en sortir. Mais peut-être un top 5 ou un top 10 qui serait quand même déjà une belle place comparé à ce qu'a pu faire la France dans le passé. Oui. Barbara Pravi a fini deuxième il n'y a pas si longtemps. Barbara Pravi a fini deuxième. C'est le meilleur score qu'on ait eu depuis les années 90. Donc non, je pense une bonne place, top 5 ou top 10. Mais c'est vrai qu'il y a notamment la Croatie, la Suisse et peut-être les Pays-Bas me semblent un peu mieux partis que nous. Donc on ne détrônera pas la victoire de Marie-Myriam, 1977. Après, je le souhaite en vrai. J'adore Slimane et c'est une très belle balade, donc j'espère. Pour Marie-Myriam qui viendra nous voir sur ce plateau d'ici quelques jours pour nous parler de l'Eurovision, la dernière à avoir gagné l'Eurovision en 77. Il va falloir réitérer quand même cette victoire, il va falloir y penser. Ça fait long quand même. Allez, on poursuit cette interview avec le Buzz TV. Ça s'intitule « Moi millionnaire », c'est aux éditions Hors Collection. Vous sortez ce livre ce jeudi. Franchement, c'est un ouvrage vraiment qui nous a hypnotisés avec Cécile, car vous proposez au lecteur finalement d'être une petite souris qui se balade dans les coulisses des 12 coups de midi, émission ultra populaire. À qui ces pages s'adressent-elles? Est-ce qu'elles s'adressent aux fans de cette émission, de ce jeu, ou bien tout simplement à un Français qui a envie de savoir comment se passe la vie de quelqu'un qui était Monsieur Tout-le-Monde il y a quelques mois et qui est devenu millionnaire en seulement quelques semaines? Je vais vous dire les deux pour toucher le plus de monde possible. Mais je pense qu'en effet, si on est fan de l'émission, qu'on la regarde depuis des années et qu'on voit que le résultat final produit, je pense qu'il y a plein d'aspects qui nous manquent parce que vraiment, on ne se rend pas compte de l'énorme machine qu'il y a derrière. Et puis même le rythme des tournages, la pression, etc. Enfin, c'est quand même une énorme machine qui dure depuis plus de 10 ans et qui est quand même importante. Donc je pense que ça peut être intéressant, le côté les coulisses, les relations, Jean-Luc Reichmann, Z, la voix off, etc. Et c'est vrai que j'ai essayé aussi de sortir un peu de ce cadre pour parler modestement de moi et de dire comment un mec qui n'était finalement même pas destiné à faire l'émission parce que ça faisait des années que je la regardais plus, il y a eu le Covid, bim, je me retrouve chez mes parents, je regarde l'émission, je me dis tiens, je devrais la faire et finalement je me suis retrouvé 9 mois à l'antenne et c'est vrai que finalement ça a changé complètement ma vie. Et donc je me suis dit, j'espère que mon histoire personnelle a aussi un petit peu d'intérêt, puis ça permet au lecteur aussi de se mettre un peu à ma place et de découvrir en même temps que moi du coup, les différentes étapes lorsqu'on arrive et puis lorsqu'on devient maître de midi, comment ensuite tout s'enchaîne pendant presque 9 mois quand même. C'est ça qui est fou. Au début, vous ne vouliez pas participer à l'émission, donc cette belle histoire n'aurait pu jamais arriver. Exactement, parce que... Pourquoi avec la vie active, j'étais plus trop devant ma télé à midi tous les jours. Et donc c'est vrai que l'image que j'en avais, c'est souvent ce qu'on voyait dans les bêtisiers, c'est-à-dire la question coquine, ou alors les candidats qui font des imitations, etc. Et donc moi, j'avais que cette image-là de l'émission. Et quand mes amis me disaient « Ah, t'as un bon niveau, tu devrais postuler », moi je me disais « Non mais jamais, parce que tu vois, je vais pas imiter la poule ou jouer d'un instrument de musique sur le plateau, catastrophe ». Et quand il y a eu le confinement, du coup je suis rentré chez ma mère qui habite près de Toulouse et elle regarde l'émission tous les jours. Et du coup, par la force des choses, je regardais avec elle. Et c'est vrai que je me suis dit « Ah mais en fait, ces mini-extraits, c'est vraiment une minorité, une toute petite part de l'émission. Il y a quand même beaucoup de place à la culture, aux vraies questions de culture générale ». Et en regardant avec elle, je me disais j'ai l'impression que je réponds quand même plutôt pas mal à plusieurs questions. Donc finalement, pourquoi pas le tenter? Et donc j'ai candidaté. Et comment s'est passé le casting? Alors moi, c'était en visio. C'était en plein Covid, parce qu'il y a soit en réel, soit en visio, ils font toujours les deux. Donc moi, c'était entièrement en visio. Donc j'étais chez ma mère. Et en fait, c'est plus une discussion. C'est-à-dire que c'est pas... Ils nous posent des questions, mais peut-être pas pour voir le niveau, mais plus pour voir si on est à l'aise, si on est capable de faire un raisonnement. C'est-à-dire, moi, ce que je conseille, c'est surtout pas dire « Ah, je sais pas » et puis passer à autre chose, mais juste essayer de réfléchir, même si on le sait pas, mais de me dire « Ah, est-ce que peut-être ça pourrait être en lien ?» Montrer comment on peut faire un raisonnement et qu'on ne sera pas à la télé un mauvais client, c'est-à-dire juste répondre oui, non, etc. Et après, c'est vraiment une discussion, c'est-à-dire, moi, du coup, la casteuse me demandait « Alors, tu fais quoi dans la vie ? T'es célibataire, t'as quel âge ? Si tu gagnes une forte somme d'argent, t'en fais quoi, etc. » Et je pense que le but, c'est surtout de voir si on est à l'aise
Et surtout, si on est là pour s'amuser, et je pense que c'est ça le principal, parce que si on arrive en disant je vais gagner, je vais tout déchirer, c'est quand même une émission très positive, très feel good, et je pense qu'on veut avant tout des gens qui s'amusent, parce que ça se ressent à la télé. Donc voilà, donc le meilleur conseil, c'est de rester soi-même, et le casting se passera très bien. Ceci dit, c'est vrai que parfois, on voit quand même, on le lit sur le visage des candidats lorsqu'ils sont éliminés, une forte déception. Vous avez été confronté à ce type de candidat qui, au moment de sortir de l'émission, fait pas un scandale forcément, mais en tout cas est tellement déçu que voilà, il parle même plus à Jean-Luc Reichmann, quoi. C'est vrai que parfois certains ils se projettent beaucoup, et moi je dis il faut surtout pas faire ça. Il faut venir en se disant je vais passer un bon moment, je vais découvrir les coulisses d'une émission de télé, et si je m'en sors et si je gagne c'est tant mieux, mais comme ça on sera pas déçu. Et c'est vrai que parfois le problème de cette émission c'est on passe dans le rouge, on défie quelqu'un, et si la personne répond bien on est éliminé. Et donc parfois des candidats sont passés au rouge, ils ont défié d'autres adversaires qui ont eu une question qui leur semblait facile, et du coup, eux, ils sont énervés en se disant « Oh non, mais juste parce que lui, c'est ça, je suis éliminé, etc. » Mais c'est la mécanique de cette émission, en fait. On peut être éliminé à n'importe quelle manche, à tout moment, il suffit que l'autre ait une réponse qu'on n'a pas. Et donc, c'est vrai que oui, parfois, quand on se projette un peu trop, certains étaient un peu chafouins, mais bon. Parce que surtout, on pourrait croire que c'est un divertissement, un jeu, mais vous dites assez vite que votre parcours dans cette émission est le fruit de votre amour pour le travail bien fait, je vous cite. Vous aviez l'impression d'aller au travail lorsque vous fouliez le plateau de cette émission. Donc, en fait, c'est presque un vrai métier d'être maître de midi. Pour moi, c'était devenu un vrai travail, et surtout que j'ai perdu mon travail, donc mon vrai travail, mon CDI dans la pub en avril. Parce qu'il y avait effectivement un plan de départ dans votre entreprise. Exactement, l'entreprise a été rachetée par une boîte américaine, il y a eu un plan, on m'a désigné, et du coup, au lieu de faire les 3 mois de préavis, j'ai demandé au RH, est-ce que je peux partir directement, parce que finalement, ça ne sert à rien de me faire rester 3 mois. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne recherche pas de travail, et je me concentre à 100% dans l'émission. Et finalement, j'ai organisé toute ma vie autour de ça. Et c'est vrai que du coup, limite, c'était devenu mon métier. Alors, un métier très bien payé, parce que ce n'est pas les salaires que j'avais avant. Mais c'est vrai que oui, je m'organisais les séances de révision, le rythme des tournages. Ça, c'est fou, vous révisiez. Parce que franchement, la culture générale, c'est un domaine quand même qui est relativement vaste. Ah, oui, et vous bachotiez comme si vous révisiez un oral du bac. Et puis, c'est surtout quand, limite, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, parce que le principe de la culture générale, c'est qu'on peut nous interroger sur tout et n'importe quoi. Et je pense que 99% de mes révisions, on ne m'a jamais posé de questions dessus, parce qu'évidemment, c'est trop large. Mais déjà, il y avait l'aspect psychologique de me réconforter. Et de me dire, au moins, si la question tombe sur une des fiches que j'ai faites, je suis serein, je ne pourrais pas m'en vouloir. Et oui, et c'est vrai que pendant mon temps libre, je me faisais des fiches avec des codes couleurs. Le soir, pour me reposer, je regardais des films cultes du cinéma français pour apprendre des choses. Surtout que c'est une culture très TF1, les films de Funès, Belmondo, etc. Et donc voilà, j'ai fait une organisation quasiment militaire pour cette émission. Mais malgré tout, vous avez quand même un truc, et c'est très malin, et d'ailleurs ceux qui nous regardent vont peut-être pouvoir noter ça s'ils participent un jour aux 12 coups de midi, c'est que vous avez repéré la date de diffusion de l'émission que vous enregistriez, et en fonction de la date de diffusion, vous regardiez tous les anniversaires des personnalités, et vous saviez qu'à un moment donné, peut-être il y aurait une personnalité qui allait tomber dans les questions. Ça, c'est très malin. Ça. À chaque fois, puisque du coup, on nous dit à notre première émission, vous allez tourner l'émission du X avril, etc. Et donc, à chaque fois, moi, j'allais sur Wikipédia, je regardais naissance, je voyais le nom de toutes les personnes nées ce jour-là. Et du coup, quand c'était un acteur, je me suis dit, tiens, allons vite fait voir ses principaux films, etc. Et c'est vrai que souvent, soit au coup par coup, soit à la manche du coup fatal, ils aiment bien poser une question pour qu'ensuite Jean-Luc souhaite l'anniversaire à la personne. Et maintenant, mais la prod le sait et nous fait des pièges, c'est-à-dire qu'au dernier combat des maîtres, tous les maîtres de midi, maintenant on a cette méthode, et du coup on avait révisé, on savait que ça tombait le jour de l'anniversaire de Tom Hanks, il nous pose une question sur un acteur, et tous naturellement répondent Tom Hanks, et du coup Jean-Luc il en me dit pourquoi ils ont tous le même truc, et en fait c'était pas lui la bonne réponse, et en fait on est tous tombés dans un piège. La prod savait que c'était ce jour-là son anniversaire, et ils ont mis une fausse question sur lui. Donc il faut faire attention parce que maintenant ils peuvent nous faire des fautes là-dessus. Revenons sur un cap qui a d'ailleurs donné ce titre à votre livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous aviez dépassé le 1 million d'euros dans le jeu? Très particulier parce que quand on revoit la séquence, limite je suis assis sur ma chaise, je souris, je suis en mode ouais super, on continue. Alors que d'habitude à la télé quand les gens gagnent 1 million, ils se roulent par terre, ils courent, ils vont embrasser tout le public. Alors moi déjà j'ai ma nature introvertie qui fait que de toute façon c'est pas mon style de crier, de me rouler partout. Mais il y avait aussi le côté déjà, ça reste un peu artificiel. C'est-à-dire qu'on nous dit 1 million, mais enfin, je ne visualise pas vraiment 1 million comme ça. Vous ne les voyez pas sur votre compte, d'ailleurs, à ce moment-là. Déjà, tant qu'on ne reçoit pas le chèque, on ne capte pas vraiment. Et puis même 1 million, enfin, on sait que c'est énorme, mais ça ne nous parle pas vraiment. Enfin, surtout quand, avec mon ancien salaire, j'aurais jamais dû avoir cette somme. Et c'est vrai que c'est après, le soir, quand je prends ma calculette, que je divise et que je me rends compte, ça fait 40 ans de salaire. Et là, ça fait un peu plus un choc. Et puis aussi, il y a le côté, je ne sais pas si on peut dire culpabilité, mais moi, j'ai un grand syndrome de l'imposteur. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que c'est justifié? Et c'est vrai qu'on se dit, j'ai répondu à des questions de culture générale.
Là, la question, elle était sur Elizabeth Taylor, Cléopâtre. Et je me suis dit, c'est pas non plus la question de ouf. On est quand même beaucoup dans ce pays à savoir Elizabeth Taylor, Cléopâtre. Et du coup, je me dis, tiens, est-ce que c'est vraiment mérité? Et donc, je me dis, bah, c'est une émission très populaire. Il y a sûrement des gens au SMIC, au chômage, comme moi, c'était mon cas, qui me regardent. Et je me dis, c'est peut-être un peu abusé d'être super content, de devenir riche, entre guillemets, alors que finalement, j'ai fait que répondre à des questions. Je ne suis pas un grand acteur. C'est vrai que cette réflexion que vous avez, ça devait vous rendre un peu malheureux quand même, si vous relativisez à chaque fois que vous gagnez une grosse somme d'argent, parce que vous en avez gagné beaucoup. Hein. On peut gagner, je crois, jusqu'à 30 000 euros, c'est ça, lors de la dernière manche. Avec un public, donc 15 000 euros pour nous. 15 000 euros, ce qui est une énorme somme. Dès lors que vous recevez ce genre de somme, en fait, vous n'êtes pas heureux finalement, parce que vous dites, est-ce que je le mérite? Vous réfléchissez beaucoup trop, Bruno. En fait, les premières fois, j'étais content en me disant... parce que ma première mission, j'ai gagné 15 000 euros, la deuxième aussi. Du coup, je me suis dit, en 1h30 de tournage, j'ai gagné 30 000 euros, c'est génial, je suis trop content, c'est la fête. Et puis au fur et à mesure que ça s'ajoute, il y a un moment où, enfin limite, ça ne veut plus rien dire, entre guillemets. C'est-à-dire que quand Jean-Luc dit, félicitations, vous avez gagné 5 000 euros, toi, tu es là, je suis à 890 000, enfin, tu rajoutes 5 000, enfin, et tu vois, et du coup, il y a un moment, tu perds un peu ce côté-là. Après, vous savez, si vous en avez trop, sachez que j'ai ce qu'on appelle un relevé d'identité bancaire, et à ce moment-là, vous pouvez faire un virement, c'est très simple. 5 000 euros près. Écoutez, nous, on prend. Voilà. Vu que vous n'avez pas tout donné à Damien, qu'avez-vous fait de tout cet argent? Et bien, finalement, je n'en ai pas fait grand-chose, en fait. Alors, je me suis acheté un appartement, donc déjà dans le sud-ouest, d'où ma famille est originaire. Et c'est vrai qu'à part des voyages, par-ci par-là, j'ai pas fait de grosses folies. Moi, je fais, comme dit ma banquière, des investissements au bon père de famille. C'est-à-dire, j'ai mis sur des assurances vie, histoire que ça rapporte un tout petit peu. Et je fais des investissements locatifs. J'achète des appartements, histoire de toucher les loyers. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de grosses folies. Bon, j'ai quand même fait des voyages. Je suis allé à Vegas, histoire de faire un truc un peu symbolique. J'ai fait 2 semaines à Orlando, parce que je suis un grand fan de parcs d'attractions. Donc avec mon cousin et sa copine, on a fait 2 semaines à Orlando à faire tous les parcs. Mais c'est vrai qu'à part les voyages, au quotidien, je ne suis pas du genre à m'acheter... C'est pas un flambeur. Ouais, voilà, je ne me suis pas acheté de voiture, de montres de luxe, etc. Mais je place surtout l'argent. Mais est-ce que la relation que vous avez avec vos proches, avec vos amis, a changé depuis que vous êtes devenu millionnaire? Je pense que la relation, non, mais peut-être que moi, j'ai changé. Alors peut-être pas dans le côté too much, je me le raconte ou autre. Mais déjà, je pense que l'émission m'a aidé à m'ouvrir, entre guguillemets, parce que j'étais quand même quelqu'un de très introverti, d'un petit peu timide. Et faire 250 émissions sur TF1, à livrer des anecdotes, à être dans la bonne humeur, etc. Enfin, mes proches me disent que je suis bien plus souriant, bien plus ouvert, bien plus à l'écoute des autres. Déjà, c'est cool. Mais après, je pense que j'ai toujours ce rapport à l'argent de je viens d'un milieu populaire. Moi, ma crainte, c'est surtout de perdre l'argent. Tu sais, tout le monde m'a dit, mais investis dans tel truc, crypto-monnaie et tout. Moi, je te dis, non, pas du tout. Moi, vraiment, mon but, c'est de ne pas perdre l'argent. Donc, je mets sur des petites assurances vie. Tant pis si je ne le fais pas fructifier. Vous travaillez aujourd'hui? Vous avez un métier? J'ai fait des petits contrats par-ci par-là, des CDD. Et c'est vrai que quand on m'a proposé ensuite de confirmer en CDI, je me suis dit, mais je ne me reverrai pas faire un travail de bureau comme je faisais avant. Parce que déjà, quand on goûte à la liberté, c'est quand même un peu compliqué de se remettre dans ce schéma, ce mode de système-là. Mais c'est vrai que ça commence un petit peu à me peser, le manque parfois de relations sociales ou d'utilité. Après, j'ai rejoint des assos dans la ville de Pau, je fais du bénévolat, etc. Mais c'est vrai que je me dis peut-être plus des mi-temps ou des petits CDD, comme ça me laisse le temps à côté de voyager, de me cultiver, mais en même temps j'ai du travail, donc voilà, dans des domaines qui m'intéressent, comme l'art et la culture. Et c'est vrai que ce livre m'a pris quand même pas mal de temps parce que je suis très lent, et surtout je procrastine beaucoup, donc je l'avais commencé l'été dernier et il sort que maintenant, donc au moins ça m'a occupé, mais maintenant qu'il est sorti, il faut peut-être que je me retrouve un autre projet pour l'avenir. Vous avez des bons retours sur ce livre? Oui, c'est ça, Jean-Luc Reichmann par exemple, parce qu'il fallait qu'on parle de Jean-Luc Reichmann aussi. Exactement, donc c'est impossible de ne pas parler de Jean-Luc Reichmann quand on parle des 12 coups de midi. Comment est-ce que vous décririez cette relation que vous avez pu tisser en plusieurs mois, tous les deux? Au début, je dirais très professionnel. Alors, lui, oui, évidemment, parce que c'est vraiment son travail. Moi, ça ne l'était pas vraiment, mais finalement, à la fin, c'est comme si c'était mon métier. Et tant qu'on est maître de midi, il tient à garder une relation vraiment professionnelle. C'est-à-dire qu'il nous vous voit, mais même en dehors de... C'est pas juste pour la télé, c'est vraiment en dehors de l'émission, il nous vous voit. Et surtout, on n'a pas trop de relations, que ce soit avec Jean-Luc, avec Zette, même avec l'équipe de production. Il faut vraiment, je pense, pour éviter des soupçons de collusion. De connivence. Voilà, vraiment, on garde cette relation professionnelle. Et par contre, dès qu'on est éliminé, mais là, tout de suite, il nous tutoie. Il est venu me voir, il m'a donné son numéro en me disant tu auras sûrement des propositions ou autres. Comme je connais un petit peu bien le milieu de la télé, des médias, appelle-moi dès que tu as une question, etc. Et donc maintenant, c'est quand même beaucoup plus amical. Et en effet, en sortant de l'émission, à chaque fois que j'avais des propositions ou des demandes un peu particulières, tout de suite, je lui ai envoyé un message. Et à chaque fois, il nous rappelle et il prend... Je me rappelle, il était en tournage de Léo Mattei.
On m'avait proposé quelque chose et pendant 1 heure, il m'a parlé, il m'a donné ses impressions et tout. Donc il reste vraiment super disponible. Il pense à nos anniversaires à chaque fois. Je ne sais pas où est-ce qu'il a marqué la date, mais donc non, il est EZ aussi, la voix off de l'émission. Alors qui est EZ justement? Parce que c'est celle dont on ne connaît pas le visage, on entend sa voix, parce que c'est celle qui recontextualise les réponses aux questions qui sont prononcées par Jean-Luc Reichmann. Ouais, la voix off de l'émission. Alors Isabelle dans la vraie vie, et elle est adorable. C'est une chante, elle a fait de la radio pendant des années. C'est la voix off de plein de secrets d'histoire, par exemple, notamment. On reconnaît, c'est marrant, la voix un petit peu. Et non, et elle est adorable. C'est une immense cinéphile, donc elle m'a conseillé un nombre de films à regarder hallucinants et elle chante super bien. Et elle est comment? Elle est brune, elle est blonde en vrai Alors en ce moment, elle est rousse, peut-être pas tout à fait de manière naturelle. Elle est un peu petite, menue, mais elle est adorable. Enfin, c'est vraiment, à chaque fois qu'on la voit, on se fait des câlins. Et elle a quel âge? C'est une dame qui a la cinquantaine? Je crois à peu près comme Jean-Luc. Il me semble qu'ils ont 2 ans d'écart dans ces eaux-là. La trentaine, donc c'est ça. Exactement, début de trentaine, ils se connaissent depuis des années. Eh bien, merci beaucoup Bruno Orcade. Je rappelle que vous sortez ce livre intitulé « Moi, millionnaire », qui vraiment est passionnant pour tous les téléspectateurs qui regardent chaque jour les 12 coups de midi sur TF1. On en apprend un peu plus sur votre vie, aussi sur votre famille. On apprend un peu plus l'homme que vous êtes. On sait que vous n'aimez pas les bruns, que vous préférez les blonds. Avis aux amateurs, il a dit qu'il était célibataire tout à l'heure. Bref, merci beaucoup Bruno Orcade, merci beaucoup Cécile. Et puis le Buzz TV revient dès demain avec Nicolas Poincaré, qui est journaliste dans la matinale d'RMC d'Apolline de Malherbe. Bonne journée à toutes et à tous.